Cette recherche, elle est partie d'une observation un peu ordinaire. Je lis tous les jours les faits divers du journal Sud-Ouest. Tous les jours, il y a un compte-rendu de violences contre partenaires intimes. Pas forcément des féminicides, hein, mais vraiment, voilà. Et d'un autre côté, c'était en 2019, avant le Grenelle contre les violences conjugales, un angle mort à l'époque, un angle mort total, à la fois dans la littérature scientifique française, francophone en tout cas, française, alors que ce n'est pas le cas ailleurs, et puis dans les politiques publiques. À juste titre, les victimes étaient prises en charge, il y avait des inquiétudes, des mises en réseau, etc. Mais là, sur les auteurs, il n'y avait rien. Or, c'est évident, il apparaît évident que si on veut prévenir ce type de violence, c'est évident qu'il faut travailler sur les auteurs. Soit les auteurs qui ont pratiqué des actes de violence, soit l'ensemble des auteurs potentiels, et en particulier, nous, on faisait une hypothèse forte qui était qu'il y avait un rapport avec les masculinités. Donc ça veut dire qu'il y a un rapport avec la socialisation des enfants, comment est-ce qu'on devient un homme, une fille, etc. C'est quoi enfin bref. Et donc il fallait vraiment qu'on comprenne en fait ce qui se passait dès lors qu'on a affaire à un fait social qui est massif, ordinaire, et que donc ça suppose qu'à un moment donné, on se donne les moyens de comprendre ce qui se passe pour avoir les meilleures capacités d'agir pour véritablement prévenir au sens large. Et dans ce cadre-là, donc j'ai composé une équipe pluridisciplinaire, des démographes, des juristes, des sociologues, mais ces problématiques sont tellement compliquées, sont tellement encadrées judiciairement, enfin voilà, qu'il fallait des partenaires. Et dans la tournée des partenaires qu'on a fait, on a été conduit à rencontrer la Fédération Citoyens et Justice, dont il se trouve que le siège est à Bordeaux, bien que ce soit une fédération nationale. Et on a tout de suite fait affaire, ils ont tout de suite compris l'intérêt qu'eux, ils pouvaient avoir à collaborer avec une équipe de recherche. Et nous, ça nous donnait accès à des terrains, à des observations qu'on n'aurait pas pu avoir sans eux. Donc ça, c'est le début de la collaboration. Et ce qui est frappant, c'est que lorsque nous avons fait une première présentation des résultats, l'an dernier, la fédération était là, enfin les représentants de la fédération étaient là. Et tout de suite, ils nous ont dit, mais ça nous intéresse d'autant plus que, voilà, nous, dans notre rôle d'animation, peut-être de questionnement sur les pratiques, etc., il nous semble que ce que vous dites, voilà, peuvent contribuer à la discussion générale au sein des professionnels. Et c'est à cette occasion qu'on s'est dit, si ça mérite de lever la discussion, encore une fois, il ne s'agit pas de fétichiser nos résultats ou nos catégories, peu importe. En tout cas, il s'agit de faire comprendre qu'il y a différents types de leviers, et qu'on ne peut pas appliquer une lecture, disons, unidimensionnelle ou homogène à ces affaires. Parce que le résultat de notre recherche permet de montrer qu'il y a une diversité des... Et donc, de là est née cette idée que autant le partager le plus possible, ce qui rencontre nous notre intérêt d'universitaire, hein, de partager, de discuter le plus possible ce qu'on aura produit comme connaissance, avec l'aide des partenaires. Et pour les partenaires, voilà, c'est un point d'appui pour des discussions internes. Et donc je pense que le succès de ces 2 journées montre bien qu'il y avait effectivement des questionnements, des attentes, et que nous aurons contribué en co-organisant cet événement à abonder ces questionnements, ces réflexions, ou peut-être apporter certains éléments de réponse. Quand on étudie un peu la littérature sur les violences conjugales, il y a beaucoup de discussions sur faut distinguer ce qui est violent, ce qui est conflit et ce qui est violence. Voilà, il faut distinguer les hommes violents de ceux qui ne le sont pas. Il faut distinguer donc beaucoup de typologies en fait ou alors une typologie avec une catégorie unique qui est celle de l'emprise. Voilà, donc on disposerait que d'un seul cas de figure. Or nous, en observant nos matériaux, hein, des dossiers judiciaires, des observations de stages, de responsabilisation, des entretiens directs avec des auteurs, en fait, ça excédait complètement les interprétations disponibles. Donc on s'est dit, là, il y a une diversité, il va falloir rendre compte de cette diversité. Comment faire? C'est toujours compliqué, en fait. Comment faire pour réduire l'immense complexité du réel sur des outils d'intelligence des choses, permettant de distinguer... voilà. Donc on s'est dit, on ne va pas repartir sur des profils d'auteurs. On voit ça beaucoup dans la littérature psychologique, des profils d'auteurs. On va s'intéresser au fond, c'est une notion sociologique, quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles ces personnes font ce qu'elles font. Et donc il y a certainement des ressorts. Et comment essayer de les comprendre?
Donc on s'est dit, bah, au fond, premier élément, il est très clair qu'on ne peut pas confondre, dans tout ce qu'on lit, hein, on ne peut pas confondre deux logiques différentes, qui sont la première, des violences relationnelles. C'est-à-dire qu'au fond, dès le début de la mise en relation, la violence, elle est constitutive, et c'est comme ça que la relation se construit. Bon, c'est tout à fait différent de violences sur des dossiers où il n'y avait rien qui se passait, sauf la vie conjugale ordinaire, où tout le monde, voilà, la dispute, ça fait partie de la vie, c'est pas grave, enfin voilà, c'est normal. Mais à un moment donné, il y a un surgissement de violence. Parfois, pas très grave, mais significatif, et parfois très grave alors que... Voilà. Donc là, on est sur des violences... Ben là, on n'est pas du tout sur des violences relationnelles, on est sur des violences conjoncturelles. Il y a un événement, à un moment donné, qui a déclenché quelque chose. Et puis, toujours en continuant, ça ne suffisait pas à rendre compte, on a découvert un autre duo d'opposition entre, d'une part, des violences qu'on a appelées anomiques, facile à comprendre, des violences où des gens disent « j'ai pété un câble ». Voilà. D'une part, et d'autre part, des violences qu'on appelait oppressives, parce que là, on est sur de la violence organisée. Disons, la violence anomique, elle est chaude, la violence oppressive, elle est froide. Donc, des gens qui rentrent dans des systèmes d'oppression organisée. Donc, on avait deux coupes d'opposition, violence relationnelle, violence conjoncturelle, violence oppressive, violence... voilà. Et donc, si on met ça sur un tableau à double entrée, ça nous donne 4 cas, voilà. Et donc, au fond, ça nous a conduit à penser qu'il y avait 4 logiques d'action qu'il fallait bien distinguer, parce que si on ne les distinguait pas, eh bien, par exemple, on allait considérer que la seule logique d'action, c'était l'emprise. Et donc, on allait s'adresser à des gens qui ne sont pas dans une expérience d'emprise, sont autre chose. On allait leur expliquer ça. Et du coup, ils auraient raison de dire qu'en fait, c'est pas eux, ça les concerne pas, en fait. Voilà. Et donc, en fait, donc, les 4 logiques, c'est d'une part, ben, les violences qui sont à la fois relationnelles et anomiques, chaudes, pour le dire comme ça. Eh ben, c'est des gens qui vivent dans une relation où la violence, elle est constitutive de leur vie amoureuse, sentimentale, sexuelle. Alors, souvent, quand c'est dans un milieu très désaffilié et tout ça, c'est des violences qui participent d'une économie générale de la violence. Des gens qui vivent dans des vies chaotiques, qui ont des trajectoires familiales chaotiques, où la violence a toujours été présente. Et donc, on ne peut pas séparer, dans ce cas-là, les violences contre leurs partenaires de l'ensemble des violences qu'ils exercent, mais aussi dont ils sont victimes. Donc on est vraiment sur un traitement global. Et on n'est pas sur de l'emprise au sens où c'est pas organisé, c'est pas pensé comme tel. On est vraiment sur des habitudes de vie qui peuvent aussi, dans les classes moyennes, rencontrer des pratiques d'alcoolisme festif où tout dérape à chaque fois. Enfin voilà, donc on est sur des trucs comme ça. Il faut bien la distinguer d'une autre forme de violence chaude, disons anomique, où là, c'est pas dans la nature de la relation, mais c'est qu'il y a un événement déclencheur. Et donc ça, on a appelé ça des violences de perte de contrôle de soi, d'hommes mis dans des situations où il y a tellement d'injonctions contradictoires, de tensions, de remise en cause, qu'à un moment donné, ils n'arrivent plus à maîtriser ça, et la violence est un recours, mais ça peut être des gestes isolés. Donc on n'a pas toute cette histoire relationnelle voilà. Et puis, si on prend l'autre distinguo, on a d'un côté les violences oppressives, et là pareil, on a 2 cas de figure, les violences oppressives, donc froides, qui sont constitutives de la relation, donc c'est des hommes qui ont des attentes asymétriques des rapports de genre, qui installent un rapport asymétrique dans la sexualité, dans l'organisation de la vie familiale, dans voilà, le point de vue, l'opinion, enfin l'ordinaire, tout ça. Et du coup, comme on vit dans des mondes où les femmes ne sont pas les servantes des hommes, les femmes travaillent, les femmes... Enfin voilà. Au fond, ces attentes-là sont contrariées en permanence. Et c'est cette contrariété de ce qu'on appelait cet égocentrisme masculin qui, à un moment donné, va conduire à mobiliser la violence pour tenter de rétablir cette asymétrie qu'on pensait avoir ou pouvoir installer. Et la dernière, oppressive, mais cette fois non plus relationnelle, mais conjoncturelle. Le cas typique, c'est des gens alors, qui sont souvent sous le modèle égocentrique, qui se font quitter, pas forcément pour violence précédente, mais parce que, en fait, voilà, la relation s'est dégradée, ou alors, en fait... alors, eux, ils pensent qu'ils sont des gens très aimables, voilà, et donc, ils comprennent pas pourquoi on les quitte. Ils sont dans l'incapacité d'avoir une analyse réflexive. Et souvent, ça peut conduire à des effondrements narcissiques. C'est tout le paradoxe de gens qui découvrent à quel point ils sont impuissants dans une relation dont ils pensaient qu'ils étaient en contrôle. Et ils vont devoir mobiliser la toute-puissance de la violence, du harcèlement d'abord, la plupart du temps, voire de la violence meurtrière, en fait,
pour tenter de rétablir, de manière totalement illusoire, hein, bien sûr, hein, tout ça en expliquant qu'ils aiment cette personne. Et en réalité, c'est pas qu'ils aiment cette personne, c'est qu'ils aimaient la personne qu'ils étaient lorsque leur partenaire était dans la relation. Donc on a vraiment ce paradoxe d'une toute-puissance mobilisée par de l'impuissance, en fait, pour tenter de rétablir voilà. Donc si on distingue ces 4 logiques d'action, on voit bien que si on raisonne en termes de prévention, et pour être capable d'agir sur ces ressorts qui font que les choses sont comme ça, il va bien falloir, au fond, faire la différence. On ne peut pas parler à des personnes dont on a analysé le fait qu'ils sont plutôt dans telle logique d'action que dans une autre. Mais tout ça, toutes ces 4 logiques d'action, en fait, elles sont réunies par un seul, au fond, quelque chose de commun. Et c'est ça le paradoxe aussi de cette recherche, c'est que ça a révélé à quel point, si on raisonne comme ça, ces hommes qui apparaissent violents, qui sont menaçants, où l'expérience de terrorisme intime est vraiment vécue par les victimes de toute puissance de l'impuissance, en fait, ce que ça dévoile, c'était notre hypothèse centrale, en fait, c'est des masculinités qui sont devenues déviantes, alors que certains pensaient que c'était une manière normale d'exprimer sa masculinité. Donc ils découvrent que c'est devenu déviant. Mais surtout, ce que ça montre, c'est que le recours à la violence n'est pas l'expression d'une domination, mais l'expression d'une vulnérabilité. C'est qu'en fait, on a affaire à des masculinités qui sont, au fond, devenues incompétentes pour gérer un certain nombre de choses, y compris de problématiques identitaires. C'est lié à leur socialisation, c'est lié aux attentes sociales, enfin bref. Et donc du coup, leur masculinité est mise en vulnérabilité, qui les rend impossible de gérer des formes normales de tension, autrement qu'en mobilisant la violence. Voilà. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on comprend ça, qu'on bascule complètement, ça donne des points d'appui où, au fond, parvenir d'eux, qu'ils reconnaissent cette vulnérabilité, et en fait, ils savent ce qu'il en est, on le voit dans tous les matériaux qu'on a, plutôt que d'obtenir d'eux absolument l'aveu du fait que oui, ils sont des hommes violents. Et là, du coup, ça conduit à toute une forme de blocage, etc. Et donc peut-être, l'hypothèse qu'on fait, c'est que ça va permettre d'ouvrir le champ des possibilités, d'agir sur des ressorts de l'action, qui sont des ressorts, alors intimes, hein, mais profondément sociologiques, puisque liés à ces trajectoires de masculinité.